Bonjour à tout le monde. Je vous propose qu'on démarre. Ça va faire arriver les retardataires. Bienvenue à tous et puis merci d'être parmi nous ce soir. Je vous propose un rapide tour de table juste de l'équipe projet. Donc, on a Frédéric Balin qui est à Toulouse. C'est ça, CHU de Toulouse. Et membre de la commission recherche de la SFMU. Il nous accompagne sur ce projet. Donc, nous, ici à Vienne. Patrice ? Patrice, moi, je suis médecin urgentiste et j'ai l'activité au sein du réseau Résuval et c'est dans ce sens-là que je participe au groupe projet et je suis également investigateur pour les urgences de l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Laurie Fraticelli, donc je suis référente scientifique dans Résuval. Donc on a sur Lyon Sophie, tu allumes ton micro? Oui, tout à fait. Donc attachée de recherche clinique à Saint-Joseph-Saint-Luc avec le docteur Didlot et puis ma collègue qui est à côté, la Camille Follier, qui est en stage avec nous et qui donc du coup participera au projet. Donc de l'équipe des urgences de Saint-Jean, je vois qu'il y a Sylvie qui s'est connectée. Mais il n'y a pas de micro il faut activer le micro, Sylvie. Non. Adrien Didlot, qui est neurologue. Non plus. Encore arrivé. Et puis on a. Je pense que de toute l'équipe, c'était les personnes disponibles ce soir. Et puis donc, Magali Bischoff, je suis cadre supérieur de santé et coordinatrice de Résuval. Donc, le projet d'IRU épilepsie est le résultat d'une collaboration de plusieurs mois entre le promoteur hôpital de Saint-Joseph-Saint-Luc et puis nous, Résuval, qui assurons l'aide méthodo, technique et organisationnelle. Je vais vous partager un petit diaporama que nous vous avons préparé. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, on est là pour échanger avec vous. Je vais vous faire une présentation. On va vous faire une présentation rapide. Et puis après, on essaiera de répondre à vos questions, éventuellement, si vous en avez encore. Donc, un petit rappel pour les investigateurs. Par ordre alphabétique sur Saint-Jean, on a Sophie Armand, que vous avez pu voir. Adrien Didlot, qui est neurologue sur la situation. Sylvie Méran, qui est chef de service des urgences, et Catherine Océda, qui est urgentiste. Au niveau de l'équipe de Vienne, donc moi-même, Laurie, que vous avez vu, Mylène Masson, qui est attachée de recherche clinique, infirmière, qui est peut-être en ligne avec nous aussi, et puis Patrice, ici présent. Donc, vous avez quasiment l'équipe au complet avec vous ce soir. Est-ce que Adrien est de retour? Bonjour les amis. Adrien, tu es là? Là, s'il me voit. Vous nous voyez? Adrien, est-ce que tu peux présenter le contexte? Non, il n'est pas là. Sophie, tu prends la parole à sa place? Est-ce qu'il me voit? Allô, tu nous entends? Oui, oui, ça y est, on vous entend. Ah, pardon. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. On ne vous Très bien. entendait pas jusque-là. Donc, on a en ligne Adrien et Sylvie. Merci beaucoup, oui, merci. Et effectivement, l'idée était de vous présenter un petit peu le contexte de cette étude qui a débuté, comme Magali l'a peut-être dit, suite en fait à un travail qui a été fait au sein du réseau Rhône-Alpes des urgences pour remettre un petit peu au goût du jour tout ce qui était protocole de prise en charge sur les crises d'épilepsie et les états de mal. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, donc comme vous le savez, l'épilepsie, c'est beaucoup de monde en France et que ça représente un coût très important, en fait, comment dirais-je, d'hospitalisation.
D'accord, la prise en charge des épileptiques, alors qu'a priori, normalement, il y a peu de raisons de les hospitaliser, eh bien, ils sont hospitalisés fréquemment, ils passent souvent par les urgences, et au sein de toutes les admissions dans les urgences, selon les données de la littérature, mais qui sont très, très lacunaires, hein, qui sont habituellement faits dans des centres plutôt qu'on appelle de niveau 3, avec des services d'épileptologie et de chirurgie d'épilepsie. On a entre 1 et 2% des admissions aux services d'urgence qui sont en lien avec des crises d'épilepsie. Et puis surtout, plus de la moitié de ces patients, ils ont déjà en fait une épilepsie qui est connue, comment dirais-je, au moment où ils sont admis aux urgences, et on se rend compte que finalement, c'est des admissions aux urgences qui peuvent se révéler parasites et qui embolisent nos petits camarades urgentistes, alors que la prise en charge, elle est quasiment nulle. Si tu peux mettre la diapo suivante, Magali. En effet, hein, comment dirais-je, quand les patients sont pris en charge, en fait, il y en a un peu moins d'1 sur 5 qui sont encore en état post-critique, et puis il y en a pratiquement les 3/4 qui ont retrouvé complètement leur état de base. Comment dirais-je, et 2/3 de ces patients, de toute façon, vont quitter directement les urgences sans aucune prise en charge supplémentaire. Donc, nous, ce qu'on cherchait à savoir, c'est d'avoir une description beaucoup plus… Enfin, là, après, Laurie va détailler les objectifs et la méthode, mais c'est d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus exhaustive de la prise en charge des patients épileptiques au sein des services des urgences, quel que soit, je dirais, la disponibilité ou non d'un service de neurologie. Et puis, par ailleurs, de savoir un petit peu chez ces patients, est-ce qu'ils ont ou pas des imageries, est-ce qu'ils ont des électroencéphalogrammes, est-ce qu'ils sont revus par des neurologues, et quand est-ce qu'ils sont revus par des neurologues. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose et qu'on aimerait bien pouvoir décrire à travers cette étude qu'on veut la plus transversale et la plus nationale possible, quoi. Voilà, moi, ce que je voulais dire sur cet aspect-là. Je passe peut-être la parole à Laurie. Merci Adrien. Alors comme tu l'as dit, on a réfléchi en collaboration avec la commission recherche de la SSMU. On a réfléchi à une étude épidémiologique de portée nationale. On vous entend pas plus de centres investigateurs possibles. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro? On vous entend super mal en fait. Ah. Nous, c'était bon, non? Est-ce que c'est Oui, mieux? vous, c'était bon. Donc, on a réfléchi à une étude du coup prospective, observationnelle, de portée nationale sur 3 jours consécutifs. Comme disait Adrien, l'objectif premier, c'est d'abord d'évaluer justement la proportion des suspicions de crise d'épilepsie admis aux urgences et qui ont conduit à une hospitalisation. Le deuxième objectif, c'est de regarder quels sont finalement les déterminants de cette décision, qu'est-ce qui a poussé le médecin urgentiste à décider d'hospitaliser ou pas cette personne-là. Et puis, c'est aussi d'évaluer la part des passages évitables aux urgences, donc des patients qui auraient pu être pris en charge dans une médecine ambulatoire, par exemple, et qui n'auraient pas nécessité une admission ou voilà. Donc, forcément, on attend de nombreux bénéfices de cette étude. La première, c'est vraiment de comprendre le schéma décisionnel qui s'est passé, qui s'est opéré pour décider d'hospitaliser ou pas la personne. C'est aussi de regarder quelles ont été les prescriptions de traitements complémentaires ou de réalisation d'imagerie cérébrale. Et puis, c'est aussi regarder les conditions d'accès à un électroencéphalogramme sur notre territoire. Alors, pour les critères d'inclusion, vous m'entendez? Je vais le rapprocher. Désolé, on fait la chaise musicale. Donc, les critères d'inclusion, bon, ils vont rappeler pas mal de choses à ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer aux différentes IRU. Hein, on est resté assez conventionnel. Une des différences par rapport à certains IRU, c'est que vu néanmoins la prévalence de la consultation pour épilepsie aux urgences, on est parti sur 3 jours
pour recruter suffisamment de patients pour avoir des données exploitables. Donc, ça va être sur des patients majeurs qui vont se présenter donc, au service des urgences, quel que soit le motif de recours, qui viennent par leurs propres moyens, envoyés par la régulation du 15, par une ambulance, par le médecin traitant, et qui vont donc présenter les symptômes suspects de crise d'épilepsie, qui sera le motif de recours aux urgences, ou éventuellement dont le diagnostic de sortie évoquera une crise convulsive. Donc, l'idée, c'est ça, c'est à peu près cerner tous les patients qui viennent avec un diagnostic ou en tout cas une suspicion de crise d'épilepsie, que ce soit sur le motif de recours ou sur le diagnostic de sortie des urgences. Donc, pour les critères d'inclusion, on part sur les 3 jours et c'est l'heure d'inscription aux urgences qui fera foi. C'est le fonctionnement habituel de l'urgence. Tous les patients inscrits aux urgences entre le mardi 18 mai 2021 et 8h30 et le vendredi 21 mai 8h30 également. Donc, le patient présent aux urgences le mardi 18 mai, mais arrivé au milieu de nuit, normalement ne doit pas être inclus. Et le patient, par contre, qui va rentrer le vendredi 21 à 8h20 devra être inclus, même si effectivement il quittera le service des urgences probablement plutôt au milieu de journée. Voilà. Donc, en termes d'organisation, tous les services d'urgence de France peuvent y participer. On a peut-être quelques collègues francophones, non français qui souhaitent, pour l'instant, on n'a pas d'inscrits en Île-de-France. À Monaco, entre les deux. Le numéro d'attribution du centre est de notre ressort. Donc, il a été demandé sur l'adresse mail études@regival.fr. C'est un numéro qui correspond à votre département et puis un numéro d'ordre dans le département. Si par hasard, il y a des établissements qui n'ont pas de numéro au moment de l'inclusion, vous pouvez toujours nous envoyer un mail, on vous le donnera rapidement. Vous indiquez votre nom de CH et on attribuera un numéro a posteriori. Tout le matériel de l'étude, c'est-à-dire les CRF, le protocole, les fiches d'information du patient, tout matériel est en ligne sur le site de la SFMU. Vous avez l'adresse URL. Vous pouvez nous appeler et vous nous poser les questions ou bien nous poser des questions sur l'adresse mail études@regival.fr. Frédéric, tu voulais poser une question? Non. Alors, à ce jour, on est en phase de préparation. Dans le matériel SFMU, sur le site de la SFMU, vous avez une affichette pour informer vos équipes. Vous avez également un petit feuillet consigné aux investigateurs qui vous donne de grandes recommandations. Et puis, si vous avez besoin d'une convention hospitalière ou un courrier à votre direction, pareil, l'adresse mail est toujours la même et on vous fera parvenir tout ça assez rapidement. À partir du 18 juin, donc 8h30, on a 3 jours d'inclusion. Donc, on a d'une part un cahier de correspondance qui vous permettra, qui sera conservé bien par vous. Vous notez votre numéro de centre et puis pour chaque ligne du tableau, vous vous inscrivez au fur et à mesure de la chronologie le numéro d'inclusion en 2, 3, 4, 5, l'identification du patient et puis la dernière case, c'est une case importante puisqu'il faut tracer la remise de l'information au patient. Vous trouverez également dans le matériel à disposition sur le site. Deuxième étape, un CRF par patient. Donc, uniquement les patients présentant des critères d'inclusion, donc ce n'est pas la totalité des patients. Et le fait de compléter cette fiche relève à la fois de l'IOA et du médecin urgentiste qui prend en charge le patient. Le contrôle des données de chaque feuille est laissé à la charge du référent IRU que vous êtes pour votre centre. Alors, les points de vigilance sur cette feuille-là, pour ce jour en question, il faut bien reporter votre numéro de centre et le numéro d'inclusion qui correspond à la table de correspondance. Pour beaucoup d'items, ce sont quasiment que des cases à cocher. En revanche, les choix multiples se terminent souvent par autre ou ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a forcément au moins une case à cocher là-dedans. Donc, il faut bien veiller à la complétude avant l'envoi de ces CRF. Et cette phase, donc le recto, il n'intègre que les données qui correspondent à la prise en charge au moment du passage aux urgences. Et donc, il va s'achever
à la sortie des urgences, quelle que soit la destination, que le patient soit hospitalisé ou qu'il rentre à domicile ou qu'il soit transféré. Et le verso, donc le dos de ce document, ne sera utilisé, ne sera complété que pour les patients qui auront été hospitalisés suite à ce passage aux urgences. Donc, les 3 jours auront passé, vous aurez quelques feuilles, dont certaines correspondent à des patients hospitalisés. Vous allez conserver l'ensemble. Et à J30, vous allez vous pencher sur la situation uniquement pour les patients qui sont hospitalisés. Donc ça, c'est également le rôle du référent IRU du service d'urgence. Et donc, pour ces patients-là, à J30, vous allez vous poser la question, dans l'imagerie, qu'est-ce qui s'est fait au niveau de l'imagerie cérébrale? Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de l'EEG? Est-ce qu'il y a eu un avis neurologique, son devenir? Et le diagnostic retenu à la sortie de l'hôpital. L'ensemble de ces informations, normalement, vous devriez les trouver dans la synthèse du passage, enfin la lettre de sortie, le compte rendu d'hospitalisation. Et donc à J30, donc mi-juin globalement, vous seriez en capacité d'avoir toutes ces données complétées pour les patients hospitalisés. Vous rassemblez l'ensemble, c'est-à-dire ces fiches-là, plus celles des patients qui n'ont pas été hospitalisés, et vous nous les adressez à Résuval, donc au CH de Vienne. Vous avez les adresses qui figurent en bas du document. Donc les points importants pour cette étape à J30, donc se servir de votre tableau de correspondance pour pister les patients, puisque normalement sur chaque CRF, vous n'avez aucun élément d'identification. En tout cas, on n'a pas ni d'initial ni de nom de patient, sauf à moins que vous y colliez une étiquette qui sera anonymisée ou rayée avant l'envoi. Votre tableau de correspondance est l'élément qui vous permet de remonter au patient. Et pareil, comme pour la phase initiale, il faut veiller à la complétude des réponses avant l'envoi. Une dernière étape, votre fiche centre. C'est un élément qui va décrire votre structure. Donc, là aussi, vous reportez le numéro de centre que nous vous aurons attribué, le nom et le numéro de téléphone du référent qui nous permettra, si besoin, de vous rappeler s'il y a des éléments qui nous manquent. Et puis, on s'intéresse à vos activités. Alors, activités sur la période d'inclusion et l'activité sur les années précédentes. Donc, nombre de passages adultes et avec un taux d'hospitalisation pour 2019 et 2020. Sur la période d'inclusion, pareil, le nombre de passages adultes et le taux d'hospitalisation. Donc, la période, c'est du 18 8h30 au 21 8h30. On vous demande également des éléments sur votre échelle de tri IOA, son nombre de niveaux, et puis le nombre de patients inclus, ce qui nous permettra de comparer au regard de ce document si l'envoi qui va avec correspond au nombre de fiches que vous avez déclarées. Éventuellement, vous les réclamez si besoin. Et voici pour les présentations. Je vais couper le partage. Comme ça, on va pouvoir de nouveau échanger ensemble. Voilà. Est-ce que déjà à présent, vous avez des questions? Je vous propose, quand vous avez besoin, vous souhaitez poser une question, mettre en route votre micro et puis poser la question directement. Ou est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche et vous êtes prêt à y aller? Bonjour. Pour Chartres, j'ai une question concernant les patients qui sont épileptiques chroniques. Est-ce qu'on les considère comme étant des patients qui présentent des signes ou suspectés, ou comme du fait qu'ils soient chroniques, on les élimine et ils ne font pas partie des potentiellement incluables? Non, alors, le but du jeu est vraiment d'inclure tous les patients, qu'ils aient une épilepsie connue ou non, d'accord, et qui sont amenés à fréquenter vos services d'urgence. Ok. Donc, non, je dirais cela nous intéresse aussi et sont justement dans l'analyse derrière vont compter beaucoup parce qu'on veut voir quel est aussi le pourcentage de patients qui sont déjà suivis, qui théoriquement sont dans une
une filière, une prise en charge et qui, malgré tout, vont se retrouver aux urgences. Ok, très bien, merci. Pour un problème épileptique, bien entendu. Oui, bien sûr. Allô? Oui, bonjour à tous. Juste une question, enfin, ou deux, ou trois peut-être, pour Clermont-Ferrand. Donc, on vous envoie les dossiers papier. Oui. Ok, vous ne voulez pas de PDF papier. Ok, donc logiquement, ils seront déjà anonymisés avec le numéro de centre. Oui. Donc, on ne l'a pas reçu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait des patients qui reviennent pour les 3 jours? C'est une nouvelle inclusion. Un nouveau passage. Vous faites pas Ouais. de chéage, c'est pas une récidive, quoi. Non, c'est une nouvelle inclusion. En revanche, il y aura un seul follow-up pour ces patients-là. D'accord, un seul follow-up. Et pas de suivi pour les patients non hospitalisés, hein, on est d'accord. Ok. On partait de l'idée qu'on aurait des grosses difficultés à effectuer le suivi à J30 des patients non hospitalisés. Oui. Recueil de données. Ça aurait nécessité un rappel des patients qui ne rentraient pas dans notre méthodologie de référence non plus. Ok, ok. L'idée aussi, pour répondre à votre question, nous, il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous voulez l'envoyer par PDF, on avait fait le choix, en tout cas, de ne pas faire 10 CRF, pas de CRF en ligne, parce qu'on imagine bien que le médecin des urgences, il n'a pas du tout le temps, lors d'une prise en charge, ou l'infirmière d'accueil, de se connecter à un site, un machin, avec des mots de passe sécurisés. Donc, le plus simple était vraiment des papiers, un recto verso, enfin un recto en l'occurrence. On récupère les papiers et après vous nous les retransmettez, peu importe le moyen, mais c'est vrai que le modèle ICRF nous inquiétait un peu, quoi. Ok, merci. Voilà. Bonjour, Rémi Lucas pour Rennes. Deux petites questions. Quand vous parlez d'hospitalisation, on parle d'hospitalisation au service de médecine et UHCD ou seulement au service de médecine? Dès qu'il reste hospitalisé, quel que soit, dès qu'il y a un passage, enfin que ça dure, ça sort du service des urgences sans vous rentrer à la maison, c'est une hospitalisation. D'accord. S'il a fallu le surveiller, s'il a fallu, etc., ou attendre un examen complémentaire, eh ben, c'est une hospitalisation. Merci. Et juste une deuxième question. On voit souvent des patients alcooliques chroniques sous traitement antiépileptique sans maladie épileptique sous-jacente, plus pour prévention de crise de sevrage ou autre. Est-ce que ceux-là, on les considère comme épileptiques et donc potentiellement maladie épileptique? Alors, la question, c'est le motif d'accueil, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont venus pour un malaise avec perte de connaissance ou est-ce qu'ils sont venus simplement pour une désorientation avec un DT? À partir du moment où vous évoquez le diagnostic de crise d'épilepsie, quelle qu'elle soit, eh bien, effectivement, on les considère comme tels. Effectivement, normalement, le questionnaire permet, dans l'étiologie supposée, de les identifier pour qu'on voit si effectivement ça représente 50% des patients aux urgences. Voilà, ça, on en tirera aussi les conclusions, mais on ne souhaitait pas les évacuer parce qu'on veut vraiment avoir un snapshot, vraiment une idée précise des passages aux urgences. Quelle est cette population de patients épileptiques qui passent par vos services d'urgence, quoi. Merci. Voilà. Oui, encore une question. On parle d'épilepsie ou de convulsion? On parle de suspicion de crise d'épilepsie, que ce soit une crise inaugurale isolée, le patient, l'étudiant en médecine qui a fêté le déconfinement, ce sera un peu tôt, mais comment dirais-je, comme la crise survenant dans l'épilepsie maladie. Mais attention, le critère d'entrée dans l'étude, ce n'est pas la maladie épileptique, c'est la suspicion de crise d'épilepsie. D'ailleurs, y compris quand le diagnostic final sera peut-être syncope d'origine cardiaque, malaise vagal ou crise non épileptique psychogène, quoi. D'accord, c'est convulsion. Et donc, même si on a le diagnostic dès l'arrivée, crise convulsive devant témoin qui est amenée par les pompiers et l'entre-phase de récupération, on le considère quand même comme suspect, donc on l'inclut. Oui, Alors qu'on a déjà... oui. D'accord. Bien sûr, oui. Encore une fois, l'idée, c'est d'inclure tous ceux pour lesquels on est certain, même ceux dont le diagnostic va être redressé secondairement. L'idée, c'est
quelle est cette population de patients qui arrivent aux urgences pour suspicion ou crise d'épilepsie? Quel profil ils ont? Chartres. Vous avez encore des questions, oui? À Chartres? Oui, je me posais la question sur le rationnel des 3 jours. Alors, le rationnel des 3 jours, c'est notre collègue méthodologiste qui peut le justifier. C'est en fonction des effectifs qu'on voulait avoir pour avoir une puissance suffisante pour faire des comparaisons statistiques. On a regardé un petit peu le nombre de passages qu'il y avait aux urgences. Enfin, peut-être, Laurie, c'est peut-être mieux que tu expliques comment on a déterminé ce délai. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? C'est une bonne question. On aurait pu étendre très longtemps. Disons qu'on a fixé 3 jours parce qu'on s'est dit déjà c'est un délai et une charge de travail plutôt raisonnable, sachant qu'on veut inclure de manière exhaustive toutes les suspicions qui vont se présenter aux admissions. Le résultat de ce chiffre-là, c'est déjà un résultat en soi. C'est-à-dire qu'il répond déjà à notre premier objectif principal. Donc, quel qu'il soit, il va satisfaire notre objectif. Donc, c'est déjà un critère de qualité du travail. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans la littérature si on pouvait avoir des estimations du nombre de crises d'épilepsie aux urgences. Il se trouve qu'il y a très peu d'informations. En revanche, il y en a une qui a attiré notre attention, c'est précisément le fait qu'il y a 1,6% des passages aux urgences des adultes qui sont des crises d'épilepsie. Donc, on est parti de ce chiffre-là qui date déjà de 2015 et on a, à partir aussi du nombre de passages aux urgences qu'on connaît via l'IRPU par exemple, on a fait des estimations. On a recoupé cette information avec plusieurs publications qui disent qu'il faut qu'on ait un minimum de 500 patients pour permettre de dériver des statistiques intéressantes, voire significatives sur certains sous-groupes. Donc, on a fixé une durée optimale des inclusions à 3 jours, en se disant que si on avait 110 centres qui adhéraient au projet, on aurait approximativement 1000 patients inclus. Il se trouve qu'on sera un petit peu en dessous, probablement, puisqu'on n'atteint pas les 110 centres d'inclusion, on est à 73 pour l'instant. Mais voilà, on tend vers, en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir plus de 500. Et je pense qu'avec les efforts de tous, on atteindra cet objectif et on pourra répondre à notre mission. Donc, si vous avez des collègues qui n'en ont pas encore entendu parler ou qui ne se sont pas encore, n'ont pas encore eu le courage de se lancer dans l'aventure, profitez, enfin, oui, on utilisera, on sera bien content que vous en parliez autour de vous et que vous les invitiez à nous rejoindre. Ça permettra d'avoir des données plus intéressantes. On est soutenu par la SFMU, donc beaucoup de messages de la SFMU renvoient à cette manifestation, à ce travail. Et il est fort probable qu'on ait quelques centres qui nous rejoignent encore. Hein. Peut-être pas doubler, mais ce n'est pas impossible que des gros centres qui prennent un peu tard se réveillent à la dernière minute. Mais ça, ce n'est pas un souci. Dans la mesure où tout le matériel est en ligne et après, l'installation dans les centres ne demande pas un temps énorme. Fares, une question encore? The last but not the least. Non, quelqu'un qui convulse après son arrivée. Non, la question est simple, hein, c'est le motif d'admission. D'accord, ok. Le motif d'admission, c'est-à-dire qu'on cherche, enfin là pour le coup, c'est pas une inclusion parce que c'est pas ce qui a motivé le déplacement du patient aux urgences. D'accord, ok, parfait. On s'est posé la question là. Bah ouais, non, mais c'est pertinent. Bon. Merci. Il y avait une question, alors une étiquette Kamenen.
Vous aviez une question tout à l'heure, j'avais l'impression que vous aviez… Non? Ah, bah, j'ai rêvé. Non, non, c'est gentil. En fait, j'en avais une qui a été répondue. C'était sur si le diagnostic final à J30 était un autre diagnostic qu'une épilepsie, est-ce qu'on incluait toujours le patient? Et c'est le cas, donc oui, c'est très clair. Bah, c'est une donnée intéressante, en fait, de savoir effectivement le nombre de gens qui se présentent chez vous pour des suspicions de crise. Vous le savez, de toute façon, même diagnostic d'épilepsie ou justement qui est confirmé ou infirmé, c'est une grosse proportion des cas, puis ça survient des fois plusieurs années après. Hein, donc déjà, J30, voilà, on verra ce qui se passe. Voilà. Merci. Ouais. Moi, j'avais une question, Sylvie Méran, là, sur la pertinence de l'orientation qui fait partie du questionnaire. Donc, juste pour préciser, la pertinence, c'est pas rétrospectivement qu'on juge de la pertinence, c'est bien le médecin urgentiste qui juge si l'orientation qu'il a pu donner au patient est pertinente ou pas et conforme à ce qu'il aurait souhaité dans le meilleur des mondes. C'est ça, ce qu'on cherche à déterminer avec cet item-là, c'est les patients qui, effectivement, bah, tiens, il n'y a pas de service de neurologie ou il n'y a pas de place en médecine ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on a réussi à s'occuper de ce patient de façon pertinente par rapport à ce qu'il avait? Je ne sais pas si c'est clair, ça. Est-ce que d'autres questions vous viennent? Alors, pour rassurer tout le monde ou pour ce qui a été dit ce soir, on va mettre en ligne le PDF de ce qu'on a projeté et à partir de nos échanges, on va enrichir une foire aux questions qui sera également accessible par un moyen ou par un autre. Enfin, on va mettre un lien sur le site de la SFMU qui permettra éventuellement à ceux qui ont encore des questions de regarder s'il y a déjà des réponses auxquelles on a répondu ce soir ou qui nous avaient déjà été posées, qu'on enrichira au fur et à mesure que vous ou vos collègues nous poseront des questions. Et donc, on mettra ça on va mettre ça en place et l'enrichir progressivement et ça sera accessible via le site. On essaye d'être le plus réactif possible. Et puis pendant les 3 jours d'inclusion, on sera réactif, c'est-à-dire qu'il y a le numéro de téléphone du réseau qui est renseigné, qui sera accessible effectivement seulement aux horaires ouvrables et qui sera accessible et l'adresse mail qui sera veillée sur laquelle on essaie d'être assez réactif. Peut-être pas à 3 h du matin, mais… Ça dépendra si on est si je suis de garde ou pas. Ok. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, poser des questions? Oui, j'aurais une question ici. Edouard Magimel sur Poitiers. Je me posais la question sur votre objectif, vos critères de jugement secondaire. Dans les objectifs secondaires, identifier les déterminants de la décision d'hospitalisation. Je suis un peu étonné parce que parmi les déterminants justement de la décision d'hospit des patients qui ont des crises convulsives, il y a souvent, vous savez, tout ce qui tourne autour des critères d'accompagnement de la crise, des crises accompagnées versus les crises simples, etc. Et dans la fiche de recueil, on n'a pas tous ces déterminants-là, justement. Alors, peut-être que ça a été présenté. J'ai eu une coupure réseau à un moment, donc j'ai pas toute la présentation, mais voilà. Et notamment, il y avait la question sur la récidive de la crise. La récidive de la crise dans le service d'urgence, théoriquement, est un facteur qui devrait influencer sur l'hospitalisation, mais je retrouve ça nulle part sur la fiche de recueil. Alors, juste pour préciser, vous parliez des crises ou non accompagnées? Voilà, en fait, non, l'objectif secondaire, un des objectifs secondaires, identifier les déterminants de la décision d'hospitalisation. Et parmi ces déterminants, il y a les caractéristiques de la crise et le caractère simple ou accompagné de la crise. Ouais. Je fais référence aux recommandations SFMU et Société de neurologie. Et parmi ces facteurs d'accompagnement…
Parce qu'effectivement, c'était pour comprendre ce que vous entendiez, parce qu'effectivement, crise accompagnée, je sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est avec rupture de contact, vous voulez dire, ou avec Non, c'est la différenciation entre les crises simples qui récupèrent adintégrome sans aucun symptôme derrière, versus ce qui était, alors dans les recommandations qui ont été reformalisées en 2015, la notion restait de crise accompagnée, c'est-à-dire crise dans le cas d'un sevrage alcoolique, crise accompagnée d'un traumatisme crânien, crise avec récidive d'urgence, crise avec confusion persistante plus de 6 heures, crise avec ceci, avec cela, tous les critères d'accompagnement qui étaient détaillés. Ok. Chez un patient, tumeur connue, etc. On parle effectivement, alors après, effectivement, on parle, alors après, peut-être il faudrait qu'on revoie bien la terminologie pour qu'on parle pareil. Effectivement, on parle souvent de crise, soit crise circonstancielle, soit de crise symptomatique. Comment dirais-je, les critères que vous évoquez là, moi, je ne me souviens pas les avoir revus dans la littérature, mais et pourtant, c'est dans les recos de la SFMU. Alors, ça figurait sous cette appellation de critères d'accompagnement de crise dans les recommandations de la SFMU, mais qui dataient déjà de quelques années, qui ont été repris en 2015. Et ces critères-là apparaissaient toujours, alors peut-être pas sous la même dénomination, mais voilà. Bon, il se trouve que j'avais fait une thèse sur ce sujet en 2015, juste au moment où les nouvelles recos sortaient. Donc, je me souviens plus de la dénomination exacte, mais ces facteurs-là qui devaient conduire à l'hospitalisation, indépendamment de l'âge, figuraient bien dessus. Donc, c'est pour ça, en fait, dans les déterminants d'hospitalisation, nous, en tout cas, notre protocole chez nous prend en compte ces déterminants-là. Et je me posais la question, on peut aller voir sur Je vais revoir. Alors, effectivement, sur la fiche, je l'ai pas sous les yeux. Sur la fiche, on a les diagnostics en relation avec une crise convulsive qui est entre autres crise d'épilepsie inaugurale, crise de crise, état de mal. Magali, je n'entends pas du tout, je suis désolé. Et les autres diagnostics associés reprennent, par exemple, les tumeurs, les contextes infectieux, le sevrage alcoolique, etc. Hein? La question de mon confrère, c'était les critères d'hospitalisation. C'est un des déterminants de type les diagnostics. Le fait que ce soit lié à un sevrage médicamenteux, ça fait partie des déterminants. Mais c'est bien présenté comme tel sur la fiche. Je suis désolé, je ne l'ai pas sous les yeux là. C'est affiché comme autre diagnostic associé. Je vais vous la rechercher et je vous l'affiche. Ouais, je veux bien. Qu'on parle tous de la même chose, parce qu'il n'y ait pas effectivement de quiproquo là-dessus. Hein. En fait, on a un item autre diagnostic associé avec les troubles métaboliques, traumas crâniens, etc., voire une case autre. Donc, en fait, on a les facteurs accompagnants pour accompagner une crise. Ouais, mais ce que regrette notre confrère, c'est qu'effectivement, ça n'avait pas été listé selon. Alors, mais moi, j'ai repris les critères d'hospitalisation qui apparaissaient moi dans la littérature, mais ce qu'il évoque là, moi, je ne le retenais pas. Mais après, je ne voudrais pas faire piétiner les recommandations de la Société de neurologie ou de SFMU. L'idée, c'est de trouver les facteurs favorisant l'hospitalisation en vraie vie, si vous préférez. Donc, en fait, on met les critères, on regarde si les patients sont hospitalisés selon ces critères. C'est ça. Et on fera. Non, mais parce que moi, l'idée était vraiment de retenir quel est le profil des patients hospitalisés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Oui, c'est ça. Bah oui. Voilà. Et il me semble que dans cette fiche, on a le moyen de les retrouver parce qu'on a effectivement. Alors, il y a effectivement, je regarde, il y a salve de crise. Alors, salve de crise, c'est peut-être trop fort par rapport à récidive de crise. Voilà, là, on a l'ensemble de l'observation. Et ici, vous avez
les symptômes, Non, j'entends, mais les facteurs favorisants, si le patient est épileptique connu, quel est son traitement, celui qui a été administré aux urgences, le diagnostic en relation avec la crise cognitive et les autres diagnostics associés où on va retrouver effectivement le contexte toxique, sevrage, etc. parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, Magali, tu peux descendre un tout petit peu sur la fin de la… Oui, c'est ça. En fait, comment dirais-je, on n'a pas demandé au médecin qui inclut le patient de justifier la raison pour laquelle ils hospitalisaient ou non. On ne voulait pas que ça soit de façon fermée, c'est-à-dire qu'on décrit le patient, il dit si l'hospitalisation elle a été justifiée ou non par l'épilepsie, et justement, chez ces patients qui ont été hospitalisés du fait de leur épilepsie, on analysera tout le contenu de la fiche pour voir quels ont été les critères de façon les critères, enfin la description de l'épilepsie de ce patient particulier. L'idée n'était pas, si vous voulez, de flécher a priori les critères d'hospitalisation, de non-hospitalisation, mais de les redéduire en fonction de la description du patient qui a été faite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce qu'on ne souhaite pas, à travers cette fiche, guider les critères d'hospitalisation. Chacun choisit qui ou non il veut hospitaliser. En revanche, au moment de l'analyse, on veut voir quel est le profil des patients que vous avez hospitalisés par rapport à ceux que vous avez décidé de faire ressortir. Qu'il y ait des recommandations de la SFMU ou pas, que vous les suiviez ou pas d'ailleurs. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, un patient, il peut être gardé en hospitalisation simplement, non pas parce que son épilepsie est particulièrement grave, mais parce qu'il est seul. Ou bien parce qu'il y a un problème de… Comment? Et là, on va le retrouver. Oui, c'est ça, en lien avec un motif social, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si ça… J'ai échoué lamentablement. Adrien, on ne vous entend pas du tout. Le micro est coupé, je pense, Adrien. C'est bon, voilà, je suis de nouveau avec vous. Non, mais dans les critères accompagnés, effectivement, alors moi, je ne retrouve pas la mise à jour de 2015, mais c'était dans l'actualisation de 2006, là, sur les crises convulsives. Et effectivement, ça reprend un tas de situations. Ça définit la présence d'au moins des critères suivants, donc répétition, état de mal convulsif, confusion, fièvre, alcoolisation, etc. Mais je pense que ça, c'est tout des circonstances que l'on peut retrouver dans le questionnaire. Et effectivement, dans la bibliographie plus récente, c'est une notion qu'on retrouve pas très souvent, quoi. Non, mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, on ne cherche pas, à travers notre fiche, à orienter la décision du médecin urgentiste en disant quel est le critère d'hospitalisation que vous avez retenu et puis qu'on liste ce qui est habituellement donné. Le but, c'est vous décrivez le patient, vous décidez ou non de l'hospitalisation et il y a probablement même des critères qui agissent de façon, on va dire, des paramètres discrets qui ne vont pas forcément être comme ça très saillants et qu'on va revoir statistiquement. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que peut-être passé un certain âge, effectivement, le patient, même si c'est pas grave du tout, vous allez le garder, ou bien que avec plus, je sais pas, un patient qui va avoir plusieurs traitements, vous allez être plus inquiet qu'un patient qui a un seul traitement. Enfin, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais l'idée est surtout pas d'influer sur votre décision d'hospitalisation au moment où vous remplissez la fiche, quoi. Voilà. Ouais, pour ma part, ça répond à la question. Il n'y a pas de souci. Effectivement, les critères dont je parlais dans les recommandations de 2006 puis 2015 visent plutôt à orienter la réalisation d'examens complémentaires plus que l'hospitalisation. Ouais. Et en revanche, il n'y a pas de suivi des patients qui ne sont pas hospitalisés, non. Notamment sur le suivi théorique à 4 semaines. Alors, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, Ouais, la problématique… Non,
Il n'y a pas de souci. La difficulté, ça va être de courir après tous ces patients. Et très honnêtement, on sait que pour les patients qui ne sont pas passés par une hospitalisation, on a un risque de perte de vue qui est monstrueux et on veut épargner les représentants de centres qui déjà sont, merci tout plein de nous aider à ça. Et on veut que la situation soit le plus simple possible et que vous ayez la possibilité de tracer rapidement sur un compte-rendu d'hospice, voilà. Même si on imagine bien, même si on souhaiterait le contraire, qu'il n'y aura pas 300 patients par centre et que du coup, ça ne vous demandera pas, j'espère, un travail monstrueux. En revanche, effectivement, il faut que vous puissiez accéder très facilement aux informations et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de ne faire ce suivi que pour les patients qui passent par la case hospitalisation. Voilà. Ok, merci. J'ai une petite question dans le document, le CRF. Il y a les traitements institués aux urgences et il y a prodilantin. Quand c'est du dilantin, on le met dans prodilantin ou on le met dans autre? Ah, j'ai pas mis. Alors, le dilantin, en fait, parce que vous utilisez du dilantin Alors, moi, ça fait 6 mois que je suis arrivé à Rennes. On a encore du dilantin à Rennes, mais Okay. Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois ici. Donc, faut que j'appelle Arnaud Birabin, alors. C'est le patron de l'épilepto chez vous. D'accord. Voilà. Non. Alors, habituellement, on utilise le prodilantin. Comme vous le savez, c'est la prodrogue du dilantin, simplement parce qu'on a deux avantages. Enfin, c'est pas un médicament qui est très facile à manipuler, mais pour lequel on a quand même une biodisponibilité qui est un petit peu plus linéaire que le dilantin. Et surtout, le dilantin, on a un risque de toxicité très importante au niveau des cellules de Purkinje. Et comment dirais-je, quand on le manipule, notamment dans le cadre de l'état de mal épileptique, on a quand même un risque de cérébellite aiguë, voire de nécrose cérébelleuse qui est important. Donc, ce qui fait qu'en tout cas, dans les traitements d'urgence, à ma connaissance, à chaque fois qu'on se pose la question de faire de la phénitoïne, on fait plutôt de la phosphénitoïne que du dilantin, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, avec des ampoules d'ailleurs qui ont la double, vous les avez sans doute déjà vues, hein, qui ont le double étiquetage qui rend fou les infirmières parce que c'est mis 750 mg de phosphénitoïne égale 500 mg d'équivalent phénitoïne. Et ça, pour les dilutions, elles adorent. Voilà. Je pense que vous l'avez toujours parce que ça garde une indication dans la pédiatrie chez l'enfant jeune où le produit est contre-indiqué. D'accord, voilà. Y a-t-il encore une ou deux questions? Moi, j'ai juste une question. Bonjour, Rémi Gérard de La Réunion. Juste pour savoir si les bilans biologiques qu'on peut prescrire dans les cas de ces épilepsies, il faut vous les envoyer ou juste cocher oui ou non? Non, c'est oui ou non. On ne va pas pouvoir analyser toutes les biologies, puis après, qu'en faire? C'est-à-dire que vous mettrez, s'il y a eu un trouble métabolique, s'il y a eu un trouble, etc., là, c'est prévu de le cocher. Et je pense que, en fait, l'idée, c'est pas de se perdre dans des milliers d'items. Et effectivement, on veut savoir si oui ou non vous avez estimé nécessaire la réalisation d'un bilan biologique et si à la fin, il y a eu une anomalie qui potentiellement pouvait, comment dirais-je, expliquer l'épilepsie. On ne descendra pas sur est-ce qu'il y avait une hyponatrémie, est-ce qu'il y avait une dyscalcémie, etc., parce que, encore une fois, plus on va faire de mesures différentes, vous le savez bien, plus après, quand on va faire des stats, on va disperser notre puissance statistique aussi. D'accord? Et sur 1000 patients, on peut tirer des informations si on est relativement dichotomique et si on va trop loin en termes d'items, alors on fera une jolie description, mais on pourra rien conclure, quoi. Très bien. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, on va vous laisser retourner travailler. Merci à tout le monde d'avoir participé et puis on espère vous retrouver tous au travers des CRF, au travers des cahiers et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, en n'hésitant pas, même s'il y a des questions purement sur l'aspect épileptologique, je suis à votre disposition pour ça, hein.
Il y a aucun souci. Je ne sais pas, Magali, s'il est possible de faire figurer mon mail. On peut transmettre, on peut. Voilà. Simplement, si c'est une question purement épilepto sur le déroulé de l'étude, il n'y a aucun souci. Voilà, sachant qu'effectivement, Magali, Laurie, tout ça sont au taquet en termes d'organisation, en termes de méthodo. Donc, je pense qu'elles sont capables de répondre à 99,9% des questions. On transmettra, si vous avez besoin de contacter Adrien Didlot, à ce moment-là. Voilà, s'il y a des ambiguïtés, si vous trouvez qu'il y a des items qui sont mal posés, n'hésitez pas, quoi. On peut transmettre les coordonnées mail d'Adrien, vous posez la question, enfin, vous faites votre demande sur études@resuval.fr et donc on vous transmettra tout ce qu'il vous faut comme données. Frédéric, tu veux faire un petit mot de conclusion ou tu voulais rajouter un élément? Non, moi je vous remercie pour cette présentation qui est très claire. Je pense qu'on est prêt du coup pour inclure. J'ai tout très bien compris et pourtant je suis quelqu'un d'assez bête quand même. Donc je pense que à mon avis, ça va être clair pour tout le monde. Merci en tout cas pour cette mise au point en visio. Je pense que c'était important. Et donc, faites-en de la pub à vos collègues autour de vous. Ça sera d'autant plus intéressant. Les résultats seront d'autant plus intéressants. Merci infiniment à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Et bon courage. Allez. Au revoir. Au revoir.